Tu te poses des questions sur ton chauffage? Tu voudrais remplacer ta chaudière au fioul par autre chose? Parce que tu as des aides, parce que c'est trop polluant, parce que ça te coûte trop cher, et tu voudrais savoir quel est le meilleur mode de chauffage pour chez toi? Eh bien, je t'invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo. On va tenter d'y répondre ensemble. Quand on se pose la question du chauffage chez soi, on a tendance à vouloir une réponse un peu universelle. Le meilleur chauffage pour tout le monde et en tout lieu. Or, comme on va le voir ici, il n'y a pas un système meilleur que les autres, mais il y a un système qui est adapté pour mon utilisation. Donc avant de répondre à cette question, quel est le meilleur mode de chauffage pour moi, on va déjà voir ensemble deux ou trois notions. Le chauffage, c'est pas juste un truc comme ça chez soi. Le chauffage, c'est à la fois une production ou une captation de calories. C'est aussi un transport des calories quand on a un chauffage centralisé, une chaudière par exemple. Et c'est enfin un mode de distribution, les radiateurs par exemple. Donc, on va regarder point par point. Le premier point, c'est la production ou la captation. Donc le premier mode, c'est la captation. La captation, ça va être directement récupérer de l'énergie, des calories qui viennent de l'extérieur. Donc souvent, c'est le soleil qui est mis en jeu, c'est les rayons du soleil. On a de la captation dans la maison à travers le vitrage, par exemple, et on a aussi de la captation du soleil sur des panneaux solaires thermiques. C'est un peu différent du photovoltaïque. Le solaire thermique, ça va être chauffer un fluide directement avec le soleil pour alimenter ensuite un réseau d'eau. Le photovoltaïque, ça va être générer de l'électricité avec le soleil, et cette électricité-là va pouvoir être mobilisée pour faire chauffer une résistance qui elle-même va faire chauffer de l'eau. Dans le cas du panneau photovoltaïque, on est plutôt dans la production de chaleur que dans la captation directe. En captation, on a aussi des exemples un peu plus exotiques. Je pense par exemple à la ville de Chaudzeg dans le Cantal, qui chauffe une partie des maisons du village avec des sources chaudes qui arrivent à la surface entre 80 et 85 degrés. L'eau est extrêmement chaude, on l'utilise directement, on n'a rien à faire, c'est l'énergie qui vient du sol, là c'est de la captation directe. La captation, c'est clairement le moyen de chauffage le plus écologique. Écologique, parce qu'on mobilise pas de biomasse, on ne crée pas de CO2, parce qu'on capte l'énergie telle qu'elle est, hors installation, et c'est la plus économique aussi, parce que, encore une fois, hors installation, elle est gratuite, le soleil, on ne paye pas encore pour le récupérer. Maintenant la production, ça va être tous les autres modes de chauffage. Donc on pense aux chaudières, à bois, aux pellets, au fioul, au gaz. C'est aussi les radiateurs électriques, qui donnent des calories à l'intérieur grâce à un courant électrique. Mais c'est aussi les pompes à chaleur, qui vont récupérer de l'énergie de l'extérieur. On ne peut pas parler de captation ici parce que il y a quand même un moteur, il y a quand même un compresseur qui va tourner pour transférer les calories de l'air à l'intérieur jusqu'à l'air à l'extérieur. Donc on a une forme de... On est un peu à cheval entre les deux, mais c'est plutôt une forme de production pour moi que de captation directe. Donc ça c'est pour la captation-production. C'est un premier point qui peut nous aiguiller sur quel est le meilleur mode de chauffage pour moi. Est-ce que je vais uniquement dans la production? Est-ce que je fais un mix un peu entre la captation de ce que je peux et la production du reste? Ou est-ce que ma maison s'y prête et je peux aller uniquement sur de la captation solaire par exemple? Il y a des entreprises aussi qui proposent des moyens de chauffage mixtes. Par exemple, on trouve des ballons tampons sur le marché qui font entre 500 et 3000 litres, voire 10 000 pour les collectivités. L'intérêt de ces trucs-là, c'est que d'une part, on peut mettre plusieurs sources de chauffage. On peut par exemple avoir une chaudière à l'énergie qu'on veut, pellet, bois bûche, fioul, pourquoi pas, gaz. On peut avoir une autre source de chaleur qui va être avec du panneau photovoltaïque qui va venir chauffer une résistance, ou du panneau solaire thermique qui va directement venir mettre ses calories dans le ballon, ou un fourneau bouilleur, ou que sais-je. On peut même mettre une troisième source de chaleur, pourquoi pas. Ces ballons-là, ils vont alimenter à la fois le réseau d'eau chaude sanitaire et le réseau de chauffage. Et alors pourquoi c'est intéressant? Donc d'une part parce que plusieurs sources d'énergie possibles qui arrivent sur le même équipement, donc on peut les faire fonctionner en alternance. Quand il fait très beau dehors, on produit grâce au soleil. Quand il fait moche pendant 2, 3, 4, 5 jours, c'est la chaudière qui prend le relais. Et il y a un autre intérêt auquel on ne pense pas forcément, c'est que pour la chaudière, c'est vraiment intéressant d'avoir un gros volume à chauffer. Pourquoi? Quand elle chauffe, la chaudière elle passe par 3 phases. La première phase, ça va être l'allumage. Quand on regarde le rendement d'une chaudière à l'allumage, il fait à peu près comme ça.
C'est-à-dire que le rendement il passe de 0 au maximum théorique, le temps que tout le corps de chauffe et tous les éléments se mettent en chauffe. En gros, c'est de l'énergie qui est perdue pour la machine. Une fois qu'il est à son maximum, alors là, il va rester à un rendement qui est constant. Et là, c'est le rendement optimal, c'est dans cette gamme-là qu'on va être le plus longtemps possible. Et ensuite, donc, il y a l'extinction, bon, ça, on n'en parle pas trop. Donc pourquoi c'est intéressant d'avoir un gros volume de chauffe? C'est que on va chauffer une fois très longtemps, alors que si on n'avait pas ce ballon-là, on chaufferait plusieurs fois sur des cycles courts. Donc, si je chauffe une fois, j'ai une fois la phase de démarrage et une très longue phase de fonctionnement au rendement maximum. Alors que si j'ai plusieurs phases de chauffe, eh ben, je vais avoir un premier allumage et je vais être un petit peu sur le rendement maximum. Ensuite, je vais m'arrêter, je vais re-avoir une phase d'allumage, etc., etc. Et donc, au final, pour avoir chauffé ma maison, mon rendement aura été moins bon. Et donc, ça veut dire plus d'énergie consommée et donc plus d'argent dépensé. Ça, c'est des systèmes qui sont assez séduisants, mais, il y a un mais, un ballon de 3000 litres, ça prend de la place. Ça prend même vraiment beaucoup de place. Et c'est lourd. Maintenant, il faut parler transport. Le transport, on n'en parle pas souvent, et pourtant c'est indispensable. Dans nos maisons, aujourd'hui, on va avoir le choix entre le transport par l'eau et le transport par l'air. Alors là, ça va rejoindre un petit peu certains points de ma précédente vidéo sur la ventilation. Pourquoi? L'air, elle ne peut transporter que très peu d'énergie par unité de masse ou de volume, alors que l'eau, elle peut en transporter énormément. Donc pour chauffer un intérieur avec de l'air, il va falloir mobiliser une quantité énorme d'air. Si on chauffe par l'eau, alors une quantité beaucoup moindre pourrait être mobilisée. Pourquoi c'est important? Eh bien si on chauffe de l'air, donc il faut un gros volume. Il faut un gros volume, donc soit on prend un très très gros volume à chaque instant, et dans ce cas il faut des appareils qui sont gigantesques, soit on utilise un débit qui est plus petit, mais par contre il faut une vitesse de chauffe qui est beaucoup plus grande. Et aussi, il faut souffler cet air beaucoup plus vite. Souffler cet air beaucoup plus vite, ça veut dire créer plus de courant d'air dans la maison, et donc plus d'inconfort. Il y a un autre truc aussi, c'est que si on chauffe avec de l'air, eh bien, il va en falloir une quantité énorme pour que cet air puisse transmettre ses calories au mobilier, au mur, au plafond, et à nous-mêmes, à nos vêtements, à tout ce qui nous entoure. Or, c'est plutôt la température des solides, donc les meubles, les sols, le plafond, qui va vraiment avoir un impact sur notre confort. Et on se rend compte, hein, clairement, il y a des expériences qui ont été menées, où on prend une famille, on la met dans une pièce où l'air est froid et les murs sont chauds, et il s'avère que la famille a chaud. On prend cette même famille, on la met dans une pièce où l'air est chaud cette fois et les murs sont froids, donc l'inverse, et la famille a froid, même si l'air est chaud. Et on se rend bien compte en fait que c'est les solides et la température de tout ce qui nous entoure qui a un vrai impact sur notre confort. Pourquoi? Parce que plus un corps est chaud, plus il rayonne. Et c'est le rayonnement qui serait responsable de, alors on donne des chiffres, mais ça vaut ce que ça vaut, de 60 à 70% de notre ressenti de chaleur. Donc, 70% de notre confort. Et l'air, c'est à peine 15%. Donc ce qui est intéressant, en fait, pour être bien dans une maison, pour se sentir au chaud, c'est le rayonnement, et c'est pas la température de l'air. Et ça, c'est hyper important. Donc pourquoi je fais cette digression? C'est que d'une part, si on chauffe à l'air, eh ben, on va chauffer surtout l'air qui est ambiant. Si on chauffe à l'eau, l'eau va être utilisée pour chauffer elle-même d'autres appareils, donc les radiateurs, gros radiateurs en fonte par exemple, dans les vieilles maisons, et une fois que ces radiateurs ils sont chauds, eux vont rayonner. Et comme c'est le rayonnement qui est responsable du confort, eh ben on a un ressenti de confort thermique qui est incroyablement plus élevé quand on chauffe avec de l'eau que quand on chauffe avec de l'air. Donc ça c'est un point capital, c'est un point vraiment capital, et vraiment ce point peut nous interroger sur la pertinence d'utiliser des pompes à chaleur aérothermiques, donc RR, qui vont venir souffler de l'air chaud dans nos maisons. Est-ce que c'est si pertinent que ça, particulièrement en rénovation? Je laisse à chacun répondre à cette question. Moi, j'ai ma réponse. Le dernier point dont il faut parler, c'est la distribution. Donc la distribution, elle peut se faire soit à distance, quand on a une chaudière par exemple. Donc à distance, ça va se faire soit par des souffleurs, le cas de la pompe à chaleur, donc on l'a vu qui va souffler de l'air dans la maison, soit ça peut se faire à travers des radiateurs à eau. L'autre cas, c'est de la distribution au lieu de production. Donc essentiellement, ici, on va avoir les radiateurs électriques qui vont produire leur énergie à un endroit et qui vont distribuer la chaleur depuis l'endroit où ils l'ont produite. Donc l'intérêt d'utiliser une chaudière, c'est qu'on va avoir un seul appareil
un seul corps de chauffe, donc potentiellement moins de panne, moins d'entretien, et surtout moins d'énergie mise en œuvre et de matériaux pour la fabrication, puisqu'il n'y a vraiment qu'un seul organe de chauffe, même s'il est plus gros. De l'autre côté, on a de la production qui est ponctuelle. L'avantage de la production ponctuelle, c'est que c'est extrêmement rapide à mettre en œuvre, particulièrement en rénovation. Si j'ai pas de réseau d'eau déjà dans ma maison, et que j'ai impérativement besoin de revoir le chauffage, un cas par exemple, c'est une très vieille maison, il y a uniquement un poêle classique qui est dans la pièce à vivre, et dans le reste de la maison, il n'y a rien d'autre. Mettre une chaudière ou mettre un chauffage centralisé, ça va demander des travaux qui seront extrêmement lourds. Alors que mettre des radiateurs, ça va être beaucoup plus simple et certainement moins coûteux sur le long terme. Donc voilà, pour répondre à la question quel est le meilleur moyen de chauffage chez moi, eh ben, j'ai envie de dire ça dépend. Est-ce qu'il y a un réseau d'eau? Est-ce que c'est de la rénovation? Est-ce que ma maison est très bien isolée? Est-ce que c'est une vieille maison? Est-ce que, etc., etc. On peut même rajouter à ça d'autres paramètres. Ça va être, donc on l'a dit, le stockage. Par exemple, si on a une chaudière au pellet, plus un silo au pellet, plus un ballon tampon 3000 litres, eh ben, il faut littéralement une grosse dépendance à dédier à son chauffage. Et on va pas s'amuser à leur rajouter des tonnes de béton pour construire juste une petite dépendance pour mettre son installation. Où serait le gain économique et écologique là-dedans? Franchement, je me le demande. Il y a le côté esthétique, tout le monde n'a pas envie d'avoir des panneaux solaires ou photovoltaïques sur son toit. Même si vous êtes à côté d'un bâtiment classé, et ben les architectes de bâtiments de France, ils vont vous dire ben non. Les pompes à chaleur c'est pareil, ça fait du bruit, souvent c'est pas très esthétique. Donc là, c'est à chacun de voir un petit peu où sont ses priorités et qu'est-ce qu'il veut. Voilà, donc on va terminer là-dessus. Peut-être une réponse de Normand. Est-ce qu'il y a un chauffage idéal? Ben oui et non. Il y a un chauffage idéal peut-être pour moi, mon utilisation. Est-ce que ma maison elle est ancienne? Est-ce qu'elle est bien isolée? Est-ce que j'ai envie de chauffer à l'eau? Est-ce que j'ai envie de chauffer à l'air? Est-ce que j'ai de la place à dédier à mon système de chauffage? Est-ce que j'ai déjà un réseau d'eau chaude dans ma maison? Etc., etc. Il y a tout un tas de questions à se poser. Par contre, est-ce qu'il existe un et unique mode de chauffage optimal et universel? Ben là, clairement, la réponse est non. Ça dépend tellement de votre maison, de comment vous habitez et de comment vous voulez habiter, qu'on ne peut pas donner une réponse unique. Une petite aparté du point de vue écolo maintenant. Mettons, vous regardez cette vidéo parce que vous avez une chaudière au fioul, que les chaudières au fioul maintenant sont interdites à la commercialisation, vous pensez que ça vous coûte trop cher, c'est une énergie qui n'est pas très propre et vous voulez changer. Je vous invite à vous poser la question de est-ce que ma chaudière est encore fonctionnelle? Pourquoi? Quelle va être l'énergie grise et les matériaux nécessaires pour fabriquer un nouvel équipement de chauffage? Et qu'est-ce que je vais gagner en remplaçant ma chaudière actuelle? Comparez ces deux choses-là. Quel est le bilan? Quel est l'amortissement à la fois économique, parce qu'une installation de chauffage ça coûte très cher? Quel est l'amortissement écologique? C'est-à-dire à quel moment est-ce que l'eau fuel que je n'aurais pas consommé sera comblé par les matériaux mis en œuvre pour fabriquer mon nouveau système de chauffage? Et réfléchissez si c'est vraiment pertinent de changer votre chaudière au fioul, même si elle est vieille, même si elle est au fioul, par un nouvel équipement. Voilà, donc ici j'ai essayé de dégrossir en quelques minutes les grandes lignes pour aborder la question du système de chauffage dans nos maisons. Il y a tout un tas d'autres sujets dont on reparlera, ce sera le rayonnement, on en a parlé un peu, les convections par rapport au système de chauffage, les conductions à travers les matériaux, tout un tas de sujets que j'aborderai plus tard. Donc dites-moi s'il y a des questions, s'il y a des sujets que vous voulez que j'aborde notamment sur cette thématique-là, et puis je me ferai un plaisir de refaire une vidéo sur ces sujets. Vous avez un projet immobilier, vous avez un projet de rénovation, vous posez des questions sur ce qu'il faut faire dans votre maison, ce qu'il ne faut pas faire, vous êtes complètement sous l'eau par rapport au devis des artisans et à ce que votre voisin vous dit, ou l'artisan du coin, ou le grand-père, n'hésitez pas à me contacter. Je propose des analyses à domicile, je vous explique comment fonctionne votre logement, qu'est-ce qui serait pertinent pour vous d'améliorer, pour que vous soyez enfin dans le confort dans votre maison.